France 3 balance aux infos. Attention, ChatGPT vient de se taper 8 sur 20 au bac de philo. Mais si au final c'était pas l'IA, mais leur test qui méritait une mauvaise note, on en reparle dans la vidéo et tout est dans la description, hein. Les prompts, les corrigés, les commentaires et même l'article de France 3 qui a été retiré depuis. Allez, je te laisse profiter. On ne demande pas aux élèves de terminale d'être un peu eux-mêmes des intelligences artificielles quand on leur demande de faire un devoir sur table qui est une dissertation. Je me rappelle, j'ai eu beaucoup de mal à tricher au bac déjà. J'ai une question. Ça m'a à la fois bluffé et en même temps ça m'a un peu fait flipper. On est donc avec Anne et Karl Brozek qui ont décidé de me rejoindre pour mettre en lumière un peu le scandale qui a eu lieu auprès de France 3. On peut parler de scandale avec des guillemets, tout simplement parce que ChatGPT a été mis à l'épreuve sur une épreuve de philosophie et a obtenu la merveilleuse note de 8 sur 20. Oui, ChatGPT, alors qu'il avait eu 11 il y a 2 ans. Hein. Donc ce qu'on a fait, c'est que j'ai été interpellé par Anne, qui va prendre la parole et se présenter également, et qui a été interpellé par cet affront qui a été fait auprès de ChatGPT et décide de prendre la parole aujourd'hui. Et je vais la laisser expliquer tout son processus et compagnie. Et on accueille également Karl Brozek qui va prendre la parole, qui est philosophe émérite, j'imagine. Vous êtes professeur de philosophie également ? C'est ça, professeur de philosophie, je fais aussi des conférences en entreprise, voilà, je suis polyvalent, on va dire. Très bien. Donc Anne, je vais te laisser te présenter si ça ne te dérange pas. Alors moi c'est Anne, donc déjà je suis ravie d'être sur ton plateau parce que je suis une abonnée à ta chaîne YouTube, que je suis régulièrement. J'ai participé à plusieurs concours que tu avais lancés sur ta chaîne et donc ça me fait extrêmement plaisir de participer à cet échange avec vous aujourd'hui. Plaisir est réciproque en tout cas. Et donc, Karl, je te laisse te présenter en 2 mots, si possible pour toi. Oui, donc moi c'est Karl Brozek, je suis depuis 18 ans professeur de philosophie. Après ma fac de philo, j'ai fait d'autres métiers. J'ai travaillé dans la communication en entreprise, j'ai travaillé aussi dans le journalisme en télévision. Et depuis que je suis professeur, j'ai refait un petit peu de télé, justement à France 3, où j'avais une petite chronique sur la philosophie et puis sur le cinéma, voilà. Et puis je fais aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, des interventions en entreprise où je dialogue un petit peu avec les gens, ou alors je présente certaines thématiques d'entreprise sous un jour un peu philosophique. Donc voilà, je suis plutôt habitué à la prise de parole. Et puis j'ai été contacté par Anne il y a une semaine de ça pour faire l'expérience de corriger une copie de philosophie, un sujet du bac de 2025. Sauf que cette copie de philosophie, mais je le savais et on y reviendra, était faite par une intelligence artificielle. J'ai mis une très bonne note, comme d'autres profs qui ont tenté l'expérience avec Anne, mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Je pense que j'ai tout dit. Voilà. Complètement. On présentera aussi cette intelligence artificielle, hein, parce qu'il y en a plusieurs qui existent et on reviendra dessus. On a quand même employé la même que France 3, histoire de se mettre vraiment sur la même pied d'égalité. Donc, on va donc échanger à partir de maintenant. On va commencer les petites questions. Anne, ça va principalement être à toi de répondre. Donc moi, hop, j'augmente mon écran, je réduis mes notes. Romain, je précise juste que je ne connaissais pas avant l'expérience Karl Brozek. Donc c'est vraiment au hasard que j'ai envoyé le message à ces 4 philosophes qui ont répondu en fait. Donc, Anne, est-ce que tu te souviens de ce que tu as ressenti lorsque tu as vu le fameux article de France 3 attribuant une note quand même catastrophique de 8 sur 20 à ChatGPT, qui est pourtant un LLM, donc un large langage modèle spécialisé sur la génération de textes. C'est censé être sa spécialité. Et malgré tout, il se retrouve avec un 8 sur 20. Je t'écoute, Karl, tu voulais dire ? Je me permets de t'interrompre, Romain, juste pour dire que 8 sur 20 en philosophie, c'est pas une note catastrophique. C'est-à-dire qu'une copie qui est vraiment désinvolte, qui fait un refus de faire l'exercice, c'est plutôt moins de 5. Une note catastrophique, ça va être 5, 6. 8 sur 20, ça veut dire qu'il y a quand même des choses qui sont comprises. Ça veut dire qu'il y a quand même une bonne volonté. C'est-à-dire qu'en fait, ouais, 8 sur 20, si vous voulez, c'est pas une note, je pense que c'est pas une note qui a été donnée de façon méprisante ou quoi que ce soit. C'est un jugement sur un travail qui était insuffisant, certes, mais pas catastrophique non plus. Voilà, je voulais juste préciser ça par rapport au barème qu'on utilise, nous. Donc je t'écoute, Anne, quel a été ton ressenti et qu'est-ce qui t'a amené finalement à prendre cette démarche en main et de te dire, vas-y, j'envoie tout et je fais le test à mon tour. Pour répondre à ta question, en fait, moi, j'ai découvert cet article quand je me suis baladée sur LinkedIn, puisque je suis souvent sur ce réseau social.
Et j'ai découvert un post qui affichait que ChatGPT avait obtenu 8 sur 20. Donc, je trouvais que le titre était intriguant. Et je me disais sérieusement, comment c'est possible qu'un LLM de la qualité de ChatGPT 4.0, parce qu'on aurait pu dire ça avec les autres ChatGPT d'avant, qui étaient beaucoup moins performants, mais le 4.0, tout le monde le dit, tout le monde l'a testé, il est quand même supérieur à ce qui était en fait les prédécesseurs de ChatGPT. Et quand on sait la puissance et qu'on sait aussi qu'aujourd'hui, ChatGPT atteint au niveau de quotient intellectuel, entre guillemets, près des 160 de QI, ce qui équivaut un peu au cerveau d'Einstein, Comme moi. je ne comprenais pas, oui, ou comme toi, Karl, je ne comprenais pas comment la copie pouvait être aussi faible, en fait. Donc, c'est ça qui m'a un petit peu incité à aller chercher plus loin, à aller retrouver l'article de France 3 et d'aller surtout chercher le prompt. Donc tu l'as effectivement, tu en as parlé à l'instant, je rebondis sur ce que tu disais. Tu as dit que tu avais utilisé le modèle 4o donc de ChatGPT. Il existe plusieurs modèles disponibles, que ce soit en version payante ou en version gratuite. Et le modèle 4o est plutôt le modèle standard utilisé pour l'ensemble des choses du quotidien, des tâches du quotidien. Pourquoi tu n'as pas utilisé le modèle O3, qui a un mode de réflexion profonde? Parce que j'utilise toujours 4o, en fait. Donc, c'est vrai que j'ai pas eu la conscience d'aller chercher les autres LLM qui étaient disponibles. Voilà, donc ça aurait pu effectivement générer un résultat qui était totalement différent de celui que tu as déjà établi. Ça serait intéressant peut-être à Effectivement. un autre moment d'essayer avec un modèle 3o sur le même prompt que tu as donné. Cela dit, finalement, qu'est-ce qui t'a motivé à passer à l'acte? Parce que oui, tu as bien expliqué ce que tu disais, mais est-ce que tu as ressenti de la frustration quand tu as lu ça? Est-ce que ça crée des problèmes pour toi au niveau personnel, professionnel, peu importe? Qu'est-ce qui t'a poussé finalement à faire cette action et de te dire, je me mets au défi, je prends le temps de le faire et je prends le temps d'aller voir d'autres philosophes pour faire corriger ma copie? En fait, il y a beaucoup de détracteurs de ChatGPT, y compris dans mon domaine professionnel, où les gens ne sont pas forcément sûrs de ChatGPT. Certains disent qu'il hallucine, qu'il ment, que les réponses sont tronquées. Donc, c'est vrai que dans le milieu professionnel, c'est déjà pas facile de faire accepter l'utilisation ou l'usage dans nos services de l'intelligence artificielle. Donc, oui, on a pu échanger plein de fois là-dessus, mais oui, les LLM hallucinent, c'est sûr. C'est leur modèle de fonctionnement qui est comme ça. Ils sont faits avec des probabilités, des algorithmes, donc il faut accepter le fait qu'ils puissent se tromper. Maintenant, nous, on a aussi une façon d'agir, puisque l'humain est malgré tout derrière aux manettes pour orienter le LLM. Et nous, quand on connaît bien la façon dont il faut lui parler, on a la possibilité de faire des réglages pour qu'il réponde pas à côté. En fait, c'est comme une voiture de course. Si on a un bon pilote, il peut aller très loin. Si le pilotage est mauvais, on va faire fausse route. Donc, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que s'il est bien cadré au départ, si on lui donne des bons objectifs, logiquement, la réponse, elle sera de qualité. Et c'est pour ça que voilà, je voulais répondre aux détracteurs là-dessus. Je suis entièrement d'accord avec toi. Petite précision, petite vulgarisation sur ce que tu as dit. Tu as parlé d'hallucination. Et pour tous les néophytes qui nous regardent, une hallucination, c'est simplement une mauvaise interprétation de données ou un cumul de plusieurs données qui crée une incompréhension à ChatGPT. Et ce dernier est très très fort pour affirmer quelque chose, que ça soit juste ou non. Voilà. Donc c'est pour là qu'on peut parler de mensonge ou d'hallucination à ce moment-là. C'est que voilà, il est persuadé de ce qu'il dit et ça peut être une grosse connerie au fond. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle une hallucination. Les probabilités, de toute façon, c'est toujours, les probabilités sont toujours enfin, pas très justes. Donc, de toute façon, à partir de là, on sait qu'il va falloir que nous, humains, on manipule en fait ces données correctement, quoi. Complètement. Donc, comme tu l'avais dit, oui, effectivement, c'est plus une gestion finalement de tout ça et comment on évite tout ça, mais dans tous les cas, ça sera quand même existant. On ne pourra pas y pallier aux hallucinations. Donc, tu as vu l'article de France 3, tu as donc récupéré le prompt. Qu'est-ce qui t'a choqué finalement? Comment l'as-tu analysé? Et d'après toi, quelles sont les erreurs majeures qui ont été données dans ce prompt qui font que le résultat finalement n'était pas parfait ou était finalement à la hauteur d'un 8 sur 20? Alors, la première erreur qui m'a sauté en fait aux yeux, c'est le fait que la journaliste demande à ChatGPT de se mettre dans la peau d'un élève de terminale. Ça m'a choqué parce que c'est une énorme erreur de méthode
on ne peut pas demander à ChatGPT d'être bon dans la dissertation si on lui donne le niveau d'un bac, le niveau d'un lycéen, en fait. On le bride, on lui descend ses capacités. Donc déjà, pour moi, ça, c'était la première erreur, c'est de dire que tu es un lycéen qui passe le bac. Du coup, vous verrez dans mon prompt, moi, je ne suis pas partie dans cette optique-là, on va le voir tout à l'heure, mais du coup, j'ai haussé le curseur pour lui donner la capacité de réflexion d'un professeur avec des compétences et des connaissances bien plus importantes qu'un lycéen. Donc, la réponse, forcément, sera beaucoup plus riche. Alors, j'avais une petite remarque aussi à faire, c'est que quand Raphaël Enthoven a passé le petit concours, on va dire, avec ChatGPT, je suis partie du prof agrégé parce que je me suis dit, Raphaël Enthoven, quand il était en compétition avec ChatGPT, jamais on lui a dit, tu te mets dans la position d'un élève de lycée pour passer le bac. Il s'est mis en position d'un Raphaël Enthoven, un philosophe connu, avec ses compétences qu'on lui connaît, et il a fait sa dissertation, il a obtenu 20 sur 20. Donc je me suis dit, si on l'a fait pour Raphaël Enthoven, je ne vois pas pourquoi moi, je ne pourrais pas lui donner ces compétences-là pour qu'il me fasse aussi une très bonne dissertation. Complètement. Donc effectivement, on reverra le prompt que tu as proposé tout à l'heure, mais tu as directement enlevé ce biais qui était donné dès le départ, qui mettait ChatGPT dans un encart qui le restreignait finalement et qui l'empêchait d'aller au bout de ses capacités. Donc effectivement, difficile de faire le poids face à un philosophe émérite, quoi. D'après toi, pourquoi n'en ont-ils pas parlé aux médias? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mis l'accent sur ce prompt qui avait été donné et pourquoi c'est passé inaperçu aux yeux de la majorité des gens qui ont regardé l'information? Pourquoi est-ce que toi, tu t'es offusqué tandis que d'autres ont dit « c'est pas bien, ChatGPT, t'es pas si bon que ça ». Est-ce qu'il y avait une logique derrière? Est-ce que tu penses que les gens auraient pu le repérer? Voilà. Quel est ton avis sur le sujet? C'est simplement qu'aujourd'hui, les gens ne maîtrisent pas encore le fonctionnement de ChatGPT. On considère que seulement 5% de la population française maîtrise une IA avancée, en fait. Donc, la personne, elle a eu, elle a quand même, le prompt était quand même, il y avait bien la personne, il y avait bien le rôle, je l'ai regardé, il y avait bien le contexte aussi, donc il y avait des choses, mais il n'était pas parfait parce que justement, la maîtrise de l'IA, ben, ça requiert beaucoup plus de précision en fait. Et s'il n'y a pas de formation derrière, s'il n'y a pas de maîtrise, eh ben, le résultat ne sera pas forcément beau. Mais je pense que ça passe par une méconnaissance, en fait. On en parlait tout à l'heure, mais des formations aussi. Il y a trop peu de gens qui se forment à ces outils et donc forcément, le résultat derrière, il est comme il est et les gens ne le voient pas non plus puisque les gens ne connaissent pas la façon de fonctionner de ChatGPT. Donc, c'est pour ça que ça passe inaperçu. Karl, est-ce que tu voulais rebondir là-dessus? Est-ce que tu avais un point de vue à ce sujet? Bon, bah, écoute, je trouve que c'est intéressant ce qu'a raconté Anne. Au début, j'ai un petit peu tiqué quand tu as dit à Anne que tu avais demandé à l'IA de se mettre dans la peau d'un élève, non pas de se mettre dans la peau d'un élève de terminale, justement. Et puis, c'est vrai que quand on se souvient de ce qu'on avait appelé le match des intelligences entre une IA et Raphaël Enthoven, c'est vrai qu'on n'avait pas demandé à Raphaël Enthoven de se mettre dans la peau d'un élève de terminale. Alors, par contre, effectivement, je crois que dans ton prompt, tu as demandé d'agir comme si c'était un ou une prof de philo, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. D'accord. Et Ouais. agrégé en plus. Ouais. Donc là, je pense qu'il y a aussi, alors de ma lecture personnelle de la copie, il y a un petit désalignement par rapport à ça. Moi, je dirais pas que c'est la copie d'un élève de terminale, du tout. Mm. D'une élève de terminale. C'est pas non plus la copie d'un ou d'une prof. Ce serait plutôt la copie d'un élève ou d'une élève de fac, dans les premières années de fac, c'est-à-dire quelqu'un qui essaye de bien faire, qui sort toute une érudition, je te l'avais dit dans le corrigé que j'ai fait, mais Ouais. à qui il manquerait un degré de sensibilité ou d'imagination. C'est-à-dire c'est la copie vraiment de quelqu'un qui essaye de bien faire et qui fait bien, mais de quelqu'un qui serait peut-être un peu borné ou un peu buté sur ses propres connaissances, qui n'en fait pas une mauvaise copie en soi, mais c'est marrant parce que là, il y a peut-être un petit désalignement. C'est pas une copie d'élève de terminale, c'est pas non plus une copie d'un ou d'une prof de philosophie, quoi. Ce serait quelque part entre les deux, je pense. Ouais. Après, le but, c'était quand même de juger ChatGPT Bien sûr. sur une dissertation avec un contenu philosophique. C'est pour ça que moi, je suis plus partie sur cette idée-là. Complètement. Et donc, Karl, pour revenir à la question immédiate, c'était, d'après toi, pourquoi c'est passé inaperçu au radar? Est-ce que tu penses qu'il y a
voilà, un manque de connaissance du public, et ce qui fait que, bon, bah, finalement, c'est les infos qu'ils disent. Est-ce que c'est la notoriété de France 3, finalement, qui impose cette Mmh. image et qui fait que les gens y croient directement? Ou bien, comme l'a dit Anne, on serait plutôt sur un manque de, un manque de connaissance, finalement, vis-à-vis de ChatGPT, ou un défaut d'utilisation, où il y a très peu de monde, quand même, qui l'utilise. Donc, je crois que tu as dit 5%, Anne, d'utilisateurs expérimentés. Je crois que sur l'ensemble de la France, il doit y avoir 10% des gens qui utilisent ChatGPT, et sur ces 10%-là, voilà, une très petite minorité l'utilise correctement en plus. Donc voilà, donc ça c'était bien noté. Donc je te laisse la parole, Karl, si tu voulais ajouter quelque chose là-dessus, ou sinon Non, passer à la non, prochaine question. je crois que tu as un petit peu répondu à la question, Romain, hein. C'est tout ça. Puis il y a aussi l'effet, on le dit à la télé, donc forcément c'est vrai. Pourquoi aller, absolument vérifier derrière et repasser? Ce qu'a fait Anne, évidemment, parce que je pense que Anne, tu as été un peu irritée par la chose, mais la plupart d'entre nous, ça passe avec le reste. Je pense qu'il y a aussi le fait qu'actuellement, en France, en 2025, les gens ne se rendent pas du tout compte de l'impact qu'est en train d'avoir ChatGPT et toutes les IA sur notre vie et les transformations qui vont arriver. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un côté un peu anecdotique à la chose. Ah bah tiens, on a demandé à une IA de faire ça. C'est un peu comme quand on voit, tiens, il y a une compétition de drones à côté de chez moi, c'est marrant, on va aller y faire un tour avec les gosses dimanche. C'est-à-dire qu'il y a encore le côté un peu gadget de l'IA qui est dans la tête des gens, donc on ne va pas penser à aller vérifier les choses. Alors que l'IA, c'est quelque chose qui est très important, qui est peut-être en train de bouleverser, c'est un des plus grands événements peut-être de l'histoire de l'humanité, puisqu'on est en train de créer finalement une intelligence, peut-être une forme de vie différente de la nôtre, et l'info n'est pas encore rentrée. Donc c'est pour ça que je pense que les gens ne s'y intéressent pas plus que ça, ne vont pas vérifier plus que ça, et que l'impact va arriver en retard par rapport au reste. Mmh. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a un texte de Bergson qui dit ça aussi. C'est-à-dire que par exemple, quand je sais pas, je prends un exemple, quand le moteur à explosion a débarqué, il a fallu quand même un certain paquet d'années avant que les gens se rendent compte que c'est toute l'industrie, que c'est tout le domaine des transports qui était impacté en profondeur par tout ça, et on est passé d'une époque à une autre au début du XXe Mmh. siècle. Mais les gens ne s'en rendaient pas compte, c'est une anecdote. Ah bah tiens, on fait un moteur, on fait des charrettes qui avancent toutes seules, c'est rigolo, c'est marrant, mais ça ne va pas plus loin que ça, sauf que c'est l'humanité entière qui a été dans une Mais phase de transformation. Mais c'est marrant que tu dises ça, Karl, parce que moi, j'identifie tout à fait, en fait, la révolution qu'on connaît aujourd'hui sur l'intelligence artificielle. Pour moi, c'est vraiment comme ce qu'on a vécu dans la révolution industrielle avec l'apparition des machines. Bah, les hommes se sont retrouvés dépourvus de leurs machines, enfin les machines de leur travail, je veux dire, les Ouais. machines ont pris leur place. Et là, on a la même chose, mais là, j'ai l'impression que ça sera plus sur les cols blancs, qui vont être touchés aussi parce que, faut voir ce qu'on peut faire avec, et même moi, en tant que directrice, je me dis souvent, bah, il me reste plus beaucoup de temps, à rester sur mon siège. Donc je regarde tous les métiers au fur et à mesure qui vont être impactés, il y en a beaucoup, ouais. Mmh. Ouais. Mmh. C'est rigolo quand même ce petit paradoxe quand, quand je vous écoute, de se dire que pour certains c'est anecdotique, voire c'est un effet de mode, l'intelligence artificielle, Oui. alors que pour des personnes qui sont utilisatrices quotidiennes, ou bien qui ont l'habitude de l'utiliser, se rendent compte qu'on ne parle pas d'un phénomène, on parle d'une révolution. Voilà, tout va changer à cause de ça. Oui. Bon, je pense que c'est un autre sujet, on ne va pas forcément approfondir là-dessus, mais il n'empêche que oui, c'est quand même intéressant. Et quand on regarde autour de nous, moi-même, hein, auprès de mon entourage, je suis pro-intelligence artificielle, je l'utilise constamment dans le perso, dans le professionnel, même pour régler certains conflits familiaux que je peux avoir. Et quand j'entends tout le monde qui me dit ça sert à rien ce que tu fais, l'IA c'est ridicule, l'IA machin truc, bah c'est vrai que c'est assez impactant, et ça remet en question aussi notre travail en tant que professionnel dans l'intelligence artificielle. Mais bon, donc j'ai bien aimé ta démarche, et c'est pour ça aussi qu'on se retrouve aujourd'hui ici. Alors, Anne, Oui. comment tu t'y es prise finalement pour contrecarrer le fameux prompt qui a été fait et faire une demande construite? Donc pour rappel, un prompt, c'est simplement la demande que tu vas faire à ChatGPT, et plus celle-ci est précise, plus le résultat sera efficace. Pour donner un exemple à tous les spectateurs, c'est comme si ChatGPT il avait l'intégralité d'une bibliothèque et qu'il ne savait pas où aller piocher, et le prompt va nous permettre de nous indiquer pour savoir quel livre aller prendre et lequel ouvrir pour ressortir au mieux son expertise. Donc simplement pour créer un prompt, vraiment efficace, en fait, je lui ai pas envoyé une phrase, toute simple comme ça avec un point d'interrogation à la fin. En fait, moi, j'ai utilisé un générateur de prompt. Donc ça, il faut le savoir, on en trouve, maintenant assez, souvent dans les GPTs notamment. Donc
Pour n'en citer qu'un, on avait un ami commun d'ailleurs qui s'appelle Blowdog, qui est expert en création de générateurs de prompts. Il y a Ludo Salen aussi qu'on connaît tous, et il y a Mayol aussi qui nous a pas mal aidé là-dessus. Mais en fait, ce générateur de prompts, c'est ce qui va nous permettre d'optimiser au maximum le sujet qu'on va donner à ChatGPT, le prompt en fait. Donc, pour faire vite, on va lui donner une phrase et le générateur de prompt va d'abord faire une première proposition. Ensuite, il va essayer de le rendre encore plus efficace avec des étoiles. Donc, on aurait 3 étoiles ou 2 étoiles sur la première simulation. Et tout ça, en fait, pour arriver à 4 étoiles. Donc, une fois que, par exemple, le prompt a obtenu 4 étoiles sur 4 étoiles, ça veut dire que là, on peut lancer la machine. C'est un prompt qui est réussi et qui répond à tous les codes. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces générateurs de prompts? C'est simplement un format natif, c'est-à-dire qu'on va retrouver tout ce qui permet d'optimiser le prompt pour un chat GPT. On va avoir l'identité, qu'il va falloir définir. On aura un contexte, on aura une tâche, on aura le ton et on aura un format attendu. Donc, dans l'identité, eh ben, c'est qui doit faire l'exercice. Donc là, moi, mon prompt, c'était le professeur agrégé en philosophie qui devait passer un concours. Le contexte, je lui disais effectivement qu'il allait faire une dissertation. Donc ça, il faut toujours respecter identité, contexte, tâche. Donc je lui ai donné aussi une tâche et on la verra aussi sur le prompt. Le ton, donc c'est important aussi parce que je voulais un ton sérieux, un ton qui est capable de convaincre aussi la personne qui va corriger la copie. Donc je voulais aussi qu'il vérifie les différents auteurs qu'il allait citer. Donc tout ça, c'était dans le prompt. Et surtout, le format attendu, il fallait respecter la dissertation. Alors, c'est vrai que dans un premier jet, j'avais souhaité une dissertation en 2 parties. Je ne sais pas si tu te souviens, Karl. Et du coup, on m'avait fait quelques remontrances en me disant ça serait mieux s'il y avait 3 parties. Donc, du coup, j'ai régénéré ce prompt-là, le même est identique, mais avec l'option 3 parties pour que ma dissertation soit plus pertinente. C'est rigolo ce que tu dis quand même, parce que donc de là où un humain a rédigé un prompt pour ChatGPT et a obtenu un 8 sur 20, toi, en tant utilisatrice expérimentée, tu as laissé l'intelligence artificielle rédiger le prompt à ta place. Exactement. Je pense que pour avoir des bonnes réponses, il y en a qui font ça mieux que nous, qui ont créé des générateurs de prompts et dedans, en fait, tous les éléments sont mis. Donc, Mais je préfère utiliser ça, je suis sûre que ma réponse sera rien. c'est quand même toi qui as Comment? fait c'est quand même toi qui as fait le prompt du prompt. Alors, en fait, j'ai fait le début. Voilà, j'ai fait le début je lui ai dit ce que je voulais et ensuite, c'est lui qui m'a aidé en fait, à obtenir un prompt optimal. C'est Mmh. le but des générateurs de prompts. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant parce que c'est un petit peu une régression, causale, quoi. C'est-à-dire qui est à l'origine de la chaîne et c'est l'œuf ou la poule, quoi. C'est parce que c'est l'œuf Exactement. qui fait la poule et finalement tu es la poule. C'est toi Ouais. qui est à l'origine quand même de la demande. Donc, Mais l'humain est toujours à l'origine. L'humain je viens est de te toujours à traiter de l'origine poule, de la demande. je réalise à quel point je suis insultant à te traiter de poule en plein live et toi tu es gentil, C'est tu me pas dis: grave. «Bon, je suis désolé». Ouais, c'est bien. Déjà qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans l'IA, ben, Complètement. Donc, je suis super content que ça soit toi qui prenne la parole plutôt qu'un homme. Ça change un petit peu la donne et ça montre aussi que les femmes sont à fond voilà, dans le domaine et il n'y a pas de. C'est pas purement masculin finalement. Je voulais rebondir sur une chose. Voilà, pour ceux qui souhaiteraient utiliser un GPTS, donc comme Anne l'a fait, qui génère les prompts également, je vous en mettrai un dans la description. Donc, vous pourrez directement cliquer dessus et voir ce que ça donne pour faire l'utilisation si vous le souhaitez. Karl, visiblement, tu essayeras ça. Ouais. Oui, vraiment. Vu le hochement de tête, j'imagine que ça Ouais. t'intéresse également. Ah Donc oui, voilà, tu énormément. n'hésiteras pas. Ouais, bien sûr. Et Non, voilà, je c'est voulais rebondir vers voilà. toi aussi, puisque tu as dû être aussi également au courant, peut-être que tu as conseillé Anne sur la structure globale. Quelles sont ces 3 parties dont elle parlait tout à l'heure? Pourquoi pas 2 parties et 3 parties pour une rédaction de copie? Oui, alors c'est souvent la remarque qu'on fait aux élèves, c'est-à-dire que ce qu'on essaye d'élaborer en philosophie, parce que finalement, qu'est-ce que c'est que la philosophie en terminale? Ce serait un exercice pour s'entraîner à penser et à penser de façon dialectique. C'est quoi penser de façon dialectique? C'est adopter plusieurs points de vue
différents, c'est-à-dire prendre un problème et puis se dire: «Bah, tiens, on peut le penser comme ça et puis on peut aussi le penser comme ça» et souvent on dit: «Bah, voilà, le plan idéal en philosophie, c'est thèse, antithèse, synthèse». Donc 3 parties. Alors c'est pas aussi systématique que ça évidemment, mais si tu veux, quand tu prends un problème sous 2 angles différents, tu peux le laisser tel quel et puis après tu fais une petite conclusion. Mais ce qui est intéressant, c'est de faire une troisième partie qui va te permettre de dépasser les contradictions de ta première et deuxième partie. Parce que si tu te contentes, si je sais pas, on pose une question un peu complexe et que tu dis: «Ah bah oui, c'est vrai qu'on peut voir les choses comme ça», mais on peut aussi voir les choses comme ça en critiquant ce qu'on a dit et puis que tu en restes là, bah, c'est un peu dommage. C'est-à-dire que, la troisième partie souvent permet de, concilier ce qu'il y a à concilier, de sortir de la contradiction. Donc on encourage plutôt les élèves à faire des plans en 3 parties. Alors c'est souvent loin d'être le cas parce que les élèves ont tendance à faire des plans plutôt en deux parties. Mais c'est pour ça que j'ai un peu suggéré à Anne de lui dire bah, autant dire ce qu'on dit à un élève de terminale. C'est-à-dire, si tu fais deux parties, c'est bien, c'est pas un problème. Mais trois parties, c'est tellement mieux. Et qu'en plus, il y a aussi ça qui s'ajoute, et ce que je t'ai dit, c'est ce que je t'ai dit, Anne, quand tu m'as envoyé le premier jet, c'est que dans la copie qui a été faite, la première copie qui a été faite par Oui. ChatGPT, il y avait un côté un peu et même très indigeste dans la deuxième partie, parce qu'en fait, dans la deuxième partie, il y avait plein d'éléments pour une troisième partie. Sauf que comme on avait dit à ChatGPT, fait deux parties, je pense qu'il s'est débrouillé avec ce qu'il avait, et qu'en lui laissant cette porte de sortie de lui donner l'accès à une troisième partie, et ben, ça a donné lieu à une troisième partie qui était tout à fait bienvenue, quoi. C'est-à-dire que voilà, nous en tant qu'humains, on peut déceler aussi et lire la copie en se disant, bah oui, mais ce serait peut-être moins plus fluide et moins brouillon s'il y avait trois parties. C'est pour ça que j'ai conseillé ça. Je sais pas si c'est très clair ce que je veux dire. Complètement. Donc certains pourraient dire éventuellement que c'est de la triche parce qu'il y a une correction puis une reprise de tout ça, mais malgré tout c'est simplement voilà, Anne, tu n'es plus à l'école actuellement et donc les bases qui sont demandées aux élèves sont importantes à rappeler à ChatGPT pour que le travail soit Alors, efficace. je me permets d'ajouter, et tu me donneras raison, Anne, Oui. c'est surtout le fait que la copie a été refaite parce que la première fois, le sujet, c'était pas le vrai sujet du bac. En fait, la nuance était très petite, mais c'était la vérité doit-elle être convaincante que j'avais mis sur la première. Et un philosophe m'a dit, c'est pas tout à fait le sujet, c'est la vérité est-elle convaincante? Bah, je me suis dit mince, du coup, je suis obligée de renvoyer aux deux autres. Voilà, c'est pour ça Ouais, qu'on a renvoyé la copie. et ça permet de dire aussi que philosophie, finalement, chaque mot d'un énoncé Ouais, est important et compte, et qu'effectivement, si tu dis la vérité doit-elle être convaincante, le verbe doit est très important parce qu'il y a toute la notion de devoir qui est derrière. On passe toute ouais. une partie du cours à parler du devoir, et qu'effectivement, est-ce que la vérité est convaincante? Est-ce que la vérité a le devoir d'être convaincante? La réponse n'est pas la même. Donc, c'est vraiment pas de l'art d'aller chercher la petite bête, mais effectivement, et donc c'est pour ça que la première copie n'était pas bien axée sur le vrai sujet. Donc c'est pour ça aussi qu'Anne a recommencé J'ai la copie en vérifié. le vrai sujet. Donc on a dit que tu avais fait estimer ta copie, donc noter ta copie par plusieurs philosophes ou bien profs. Quelle a été ta réaction lorsque tu as vu les résultats, sachant que les premières notes que tu as obtenues, il me semble, avant d'avoir des retours un petit peu plus stricts, on va dire, un petit peu plus sévères sur ta copie, c'était vraiment des résultats excellents. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Quelles étaient les notes déjà? Combien de retours tu as eu? Et quels étaient les commentaires de ces différents correcteurs? Alors déjà, dans les personnes que j'ai pu interroger, je tiens à signaler quand même qu'il y avait, un agrégé de philosophie, un agrégé et docteur en philosophie, un professeur certifié en philo et un professeur de philo. Donc je les ai pris à l'aveugle, mais je veux dire, c'est quand même des philosophes qui ont des bagages, derrière et qui ont eu des compétences bien validées, quoi. En tout cas, moi, quand j'ai eu le retour, quand j'ai commencé à voir la première note qui était de 18 sur 20, c'était celle de Karl. J'en ai une deuxième qui est apparue derrière qui était de 20 sur 20 avec un commentaire. Je crois que ça m'a un peu retourné parce qu'il voulait même servir de modèle en fait à ses étudiants, donc pour leur expliquer en fait, les lycéens pardon, pour leur expliquer comment il aurait fallu faire cette dissertation. Le troisième, lui, mettait une note entre 17 et 20 avec un minimum, vraiment, il me disait le minimum, c'est vraiment 17, hein, parce que voilà, ça se situait un peu plus que 17. Et le quatrième, parce qu'au vu des notes que j'avais obtenues, je dis, je vais quand même demander un autre pour voir si ça maintient la même note. Et en fait, le dernier m'a mis 14 sur 20.
Donc, lui, ce qu'il regrettait surtout, c'était le côté lourdeur, un peu longueur. Je pense que ça peut se concevoir aussi. Alors, il m'a dit qu'il notait très dur aussi, hein, donc tout le monde n'a pas la même relation à la note, hein. Et donc, lui, il était plus perturbé par la longueur des phrases. Ce qui est un défaut chez ChatGPT, hein, de toute façon. Complètement. Après, tu penses que si tu l'avais prédit dans ton prompt, si tu l'avais déjà précisé en avance, le résultat aurait pu être meilleur, certainement. Alors, en fait, voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est que moi, j'ai fait un premier jet, j'ai donné mon premier jet. Je sais que j'aurais pu facilement le retravailler pour répondre comment enfin, ce qu'on demande d'une dissertation de philosophie, parce qu'en longueur, je vois bien qu'il ne m'a pas écouté. Je lui avais demandé 4 pages. Je pense que ça fait beaucoup plus que 4 pages. Donc ça, en fait, je l'aurais retravaillé avec lui. Mais j'ai voulu vraiment que ce soit à l'état brut et que je le donne comme ça à l'état brut pour voir le résultat. Donc moi, j'étais un peu bluffée par l'arrivée des notes parce que je m'attendais à des notes moins bonnes dans la mesure où ChatGPT, c'est un LLM qui va structurer, voilà, mais qui va pas forcément raisonner. Donc c'est ça où j'étais un peu bluffée, c'est que on m'apporte vraiment une note comme quoi il y aurait eu un peu de réflexion dans la dissertation ou un début de raisonnement. Je ne sais pas là-dessus si Carl, tu peux m'éclairer, mais quand on met des notes au-dessus de 16-17, je me dis quand même, c'est qu'il y avait quelque chose quand même derrière. Oui, alors ta question est très intéressante et j'y ai moi-même beaucoup réfléchi. Et en fait, ce que je me suis dit, c'est qu'il y a aussi une histoire de contexte. Tu as demandé, Anne, à plusieurs profs de philo de corriger une copie de philosophie alors que ces profs de philo étaient en pleine correction du bac. Et Ouais. que cette copie faite par ChatGPT développe une telle érudition parce que il y a la bibliothèque qui est accessible, la bibliothèque est dans la pièce à côté et qu'il sait plus ou moins aller chercher parce que tu lui as dit où aller chercher plus ou moins, que nous, qui sommes face à des copies faites par des gens qui sont stressés, qui sont le jour du bac, qui n'ont qu'un an de philosophie derrière eux, qui essayent de bien faire. Enfin voilà, c'est pas évident hein, pour un élève de terminale que forcément, on lit à longueur de journée des copies qui sont ce qu'elles sont, c'est-à-dire des copies du bac avec les défauts qui peuvent être celles d'un élève un peu stressé qui va passer son examen, qui essaye de bien faire, à une intelligence artificielle qui a une certaine facilité, qui a une grande édition parce que c'est simple de la voir. Donc il y a ce que j'appellerais l'effet waouh, un petit peu, où on a été bluffé. Maintenant, sur la partie raison, là, ça pose vraiment question. Et ça, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a énormément bluffé dans la copie de philosophie que tu m'as présentée, c'est que érudition, ok, mais on a dit tout à l'heure, l'élève en question a accès à la bibliothèque très facilement. Mais que finalement, c'est une copie qui est très bien problématisée, encore une fois, par rapport à ce que peuvent faire des élèves de terminale. C'est pas évident de problématiser sur de l'abstrait. Et surtout, qui suit un fil conducteur, une ligne directrice où on a vraiment l'impression de voir quelqu'un qui se donne la peine de réfléchir. Donc moi, j'ai été totalement bluffé par ça. Et c'est pour ça que j'ai mis une bonne note. Le job est fait, quoi. C'est-à-dire que le truc est rempli à 100%. Et je te l'ai dit à plusieurs reprises dans mes messages, Anne, ça m'a à la fois bluffé et en même temps, ça m'a un peu fait flipper. Parce que je me suis Alors, dit, mais on a l'impression qu'il y a... ça fait flipper. Ouais, ah oui, vraiment, j'ai trouvé ça flippant. Ah, Mais tu sais, ça, en fait, ça m'a rappelé un film qui est, moi, probablement mon film préféré de l'histoire du cinéma. Il est considéré comme un grand classique du 7e art, c'est 2001, l'Odyssée de l'espace. Parce que 2001, l'Odyssée de l'espace, qui est sorti en 1968, pose finalement la même question. C'est-à-dire que l'ordinateur de bord d'un vol spatial qui va vers Jupiter est tellement humain et a tellement les mêmes défauts qu'un être humain qui finit par devenir parano, psychopathe et qui veut tuer tout le monde à bord, quoi. Et moi, j'ai un peu ressenti ce truc-là. C'est-à-dire que je me suis dit, mais on a l'impression aussi que c'est un élève qui est fier d'étaler ses connaissances, qui veut bien faire. Et je me suis dit, mais est-ce que Anne lui a demandé d'être fier de ce qu'il faisait, de vouloir, tu vois, et j'ai trouvé à la fois des qualités. de vouloir convaincre, oui. Cette- La demande, c'était de vouloir convaincre son lecteur. Alors, par contre, je voudrais ajouter juste quelque chose parce que je ne l'ai pas signalé, mais la qualité de la dissertation peut aussi venir d'une nouvelle option qu'a mis ChatGPT dans son ChatGPT 4.0, c'est l'option Deep Search. Et ça, je pense que Romain, ce serait bien
que tu en parles parce que l'option Deep Search, ça permet à ChatGPT d'aller vraiment chercher en profondeur les éléments, les réponses. C'est un changement radical avec le ChatGPT qu'on pouvait connaître avant. Donc effectivement, comme tu l'as dit, tout à l'heure on a parlé du modèle O3, donc pourquoi pas pousser un petit peu la réflexion un petit peu plus loin sur le modèle Deep Search, donc la recherche avancée, recherche approfondie, qui est différent d'une recherche web classique que ChatGPT peut faire. Et ça permet, donc en laissant le temps à ChatGPT d'aller scraper le web, donc aller fouiller intégralement le web, on va dire que plus la question est technique et plus ça demande un résultat profond, plus le temps de réponse va être long. Donc on le voit réfléchir, il y a une barre qui apparaît, et à la fin du chargement, il nous fait un très grand récapitulatif de tout ce qu'il a trouvé avec des sources vérifiées, etc. Donc c'est mieux de lui préciser également d'aller chercher des sources académiques ou scientifiques, mais en tout cas des sources vérifiées, encore une fois, pour ajuster ce petit souci d'hallucination qu'on pourrait rencontrer à chaque fois. Donc effectivement, et ça c'est un truc que tu n'as pas utilisé, la fonction Deep Search. Si, je l'ai utilisé justement. Je l'ai utilisé justement. D'accord, Ouais. donc tu l'as utilisé, donc je pense que c'était un bon point, hein, tant qu'à faire, autant utiliser toutes les capacités possibles de ChatGPT. Donc déjà, on a quand même revu quelques points qui nous permettraient de dire que le prompt pouvait malgré tout être améliorable. Donc tu as obtenu des très bonnes notes, mais au vu de ce que vous dites tous les deux, en fusionnant vos deux capacités, donc l'un sur la connaissance de la philosophie, de la structure, de tout ce qu'on peut créer, etc., et les attentes des correcteurs, plus Anne, ton expertise en prompt engineering, je pense qu'on pourrait assez facilement obtenir une copie qui obtiendrait 20 partout, à tous les coups, quoi, presque, selon voilà, le point de vue global et donc le barème qui est imposé, bien évidemment. Après, chacun a son petit retour à faire. Certains sont peut-être anti-IA et une fois prévenus, ça peut changer le résultat. Et on reviendra dessus d'ailleurs, Karl, tout à l'heure, savoir si tu as été influencé sur le fait de savoir que c'était de l'IA avant même de commencer. Je me suis posé la question à la fin de cette expérience, en fait, qui était assez enrichissante. Et puis, j'avais l'impression de rétablir un peu une forme de vérité sur ChatGPT, hein, mais du coup, je me suis dit, on a utilisé ChatGPT pour faire cette expérience parce que c'était l'objet de la dissertation en question qui avait été proposée par France 3. Mais je me suis dit, aujourd'hui, il y a des outils qui se sont développés il y a à peu près 3-4 mois qui sont bien au-dessus de ChatGPT. Je parle des agents agentiques où là, pour résumer, on n'a plus un seul LLM avec un humain qui va interagir. On a 2 LLM qui vont interagir ensemble. Et je me suis dit, si j'avais passé cette dissertation en fait à Manus, par exemple, ou Genspark, est-ce que j'aurais pas obtenu une dissertation encore meilleure puisque la question aurait été posée, le LLM aurait traité la question, mais j'aurais eu un autre LLM qui aurait pu interagir avec ce LLM qui exécute la disserte. Tu comprends, Romain, ce que je veux dire? Complètement, mais je pense que c'est exactement l'approche que tu as eue. Tu as laissé l'artificiel parler à l'intelligence artificielle, puisque c'est elle qui a réglé ton prompt, et par la suite, donc c'est non pas un LLM qui a fait la correction, mais tu l'as exposé à différents correcteurs, notamment Karl qui t'a donné des conseils et compagnie, et donc cette relecture a été faite, puis un second jet a été donné. Donc je pense que tu as complètement suivi ce processus agentique. Je pense que tu t'es ancré là-dedans malgré tout, malgré le fait que tu l'aies fait à la mano, si on peut dire, en système D, et que ça n'avait pas été complètement automatisé. Mais je pense que dans l'idée, tu as vraiment suivi cette démarche aussi. Peut-être, Karl, est-ce que tu connais les agents agentiques? Non, pas du tout. Je connais l'État agentique selon Hannah Arendt, mais pas du tout. Non, c'est pas Hannah Arendt, c'est comment Stanley Milgram. Non, par contre, je voulais juste revenir. On pourra revenir après dessus, mais ça m'a évoqué quelque chose quand vous avez parlé du fait de faire dialoguer deux intelligences par rapport à un sujet donné. Bah là, on est au cœur du processus philosophique, c'est-à-dire que on Ah oui. considère souvent, et je crois que la phrase est justement d'Hannah Arendt, c'est la philosophie. C'est un dialogue silencieux de la pensée avec elle-même. Ou alors Montaigne qui disait philosopher, c'est penser contre soi-même. C'est-à-dire que finalement, prendre plusieurs points de vue différents, aujourd'hui, et c'est ça aussi qui est excitant et flippant à la fois, c'est qu'on a des intelligences artificielles qui sont capables de dialoguer, de ce que j'ai compris, entre elles, pour justement opposer Ouais. des points de vue différents. Donc là, le coup d'une vraie pensée dialectique, c'est résolu par ce système-là, qui, de ce que je comprends, n'existait pas avant. C'est-à-dire qu'avant, on avait juste un seul point de vue sur la question. Maintenant, on peut en avoir plusieurs en faisant Exactement. dialoguer. Voilà, là aussi, c'est très C'est étonnant. c'est récent, hein, ça, et c'est vrai que ceux qui sont avancés dans l'IA
aujourd'hui nous disent qu'ils ne retourneraient peut-être pas forcément sur ChatGPT maintenant qu'ils ont goûté à ces outils d'intelligence artificielle. Mmh. Et du coup, l'agent agentique, alors qu'est-ce que c'est? Une réflexion agentique. Voilà, donc on va laisser la capacité à un agent de penser, de prendre des décisions et surtout de ne pas donner sa réponse immédiatement. C'est-à-dire il va suivre un fil de pensée, donc un arbre de pensée, et il va pouvoir se dire, premièrement, étape 1, je vais rédiger 5 brouillons. Étape 2, je vais donner une note à ces 5 brouillons. Étape 3, en fonction de la viralité de chacun, voilà, je choisis celui-ci, je développe l'idée, puis je m'évalue sur cette idée, et enfin, je donne le résultat final. Voilà, plutôt que de se dire, fais ça, et je te le rédige, je te le donne. Le résultat est voilà, soumis à l'arbre de pensée, plusieurs étapes incluses le même processus. Quand tu as reçu cette copie, tu savais que c'était une IA. Est-ce que tu penses que ça t'a influencé d'une manière ou d'une autre? Soit dans le sens où ça a posé une restriction en toi, ou bien au contraire, que ça t'a donné un élan pour venir la corriger. Est-ce que tu penses que ça a influencé ta note finale également? Eh ben, c'est une question, très compliquée, parce que finalement, on n'aura pas fait l'expérience, donc on ne saura jamais vraiment. Mais, c'est vrai que Anne a joué franc jeu dès le début avec moi, que je pense que si Anne, tu m'avais envoyé une copie sans me dire que c'était une IA, j'aurais senti qu'il y avait anguille sous roche. C'est-à-dire que la copie était loin de ressembler à ce que peut faire un élève, le jour du bac. Déjà parce que c'est extrêmement long, et qu'à mon avis en 4 heures, c'est compliqué même pour un excellent élève ou une excellente élève de faire tout ça. Donc sachant que c'était une IA, non, enfin je j'ai pas l'impression d'avoir, subi une pression particulière ou d'avoir ressenti une excitation particulière. Juste de la curiosité, mais finalement qui est à peu près égale à la curiosité que je peux avoir quand je découvre les copies de mes élèves. En fait, j'étais un peu dans le même état d'esprit que quand je donne le premier devoir sur table en début d'année aux élèves, où je me dis: «Bah tiens, je vais voir un petit peu ce qu'ils valent, je vais voir, voilà, si dans la classe, il y a des gens qui sont plus ou moins, brillants dans la matière, s'il y en a qui ont plus ou moins des difficultés». Donc c'était une forme de curiosité, mais qui était pas une curiosité, totalement hors norme par rapport à ce qui allait se faire. Donc il y avait pas d'enjeu particulier, je pense pas. Juste de la curiosité. Et puis j'ai été influencé aussi par une chose, c'était par cette fameuse polémique qui a existé il y a 2 ans Ouais. entre, Raphaël Enthoven et puis le youtubeur Monsieur Phi. C'est quelque chose que j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai dit oui à Anne, immédiatement parce que, c'est vraiment une polémique qui m'a beaucoup parlé et se mesurer à la chose, je trouvais ça intéressant parce que moi j'ai pas une connaissance énorme des intelligences artificielles. C'est un sujet qui m'intéresse, mais j'ai pas de compétences particulières. J'utilise assez peu, j'ai un ChatGPT sur mon téléphone portable, mais en général, c'est, pour lui demander: «Tiens, bah, au fait, c'était quel acteur qui avait joué dans tel film?» ou ce genre de truc ou, avec un copain qu'on peut se Ouais. poser une question quelconque, mais voilà, j'utilise très, très peu pour la ouais, c'est ça, ouais, c'est un peu plus rapide que Google et puis il est plus poli que Google parce qu'il me dit: «Salut, comment ça va?» tout ça. Heu, je vais même donner un nom, il s'appelle Ringo et voilà, mais n'ayant pas une connaissance énorme, ouais, j'étais curieux, quoi et puis pour moi, c'est aussi un petit peu une porte d'entrée pour rentrer dans ce monde-là, de l'intelligence artificielle donc c'était intéressant mais pas exceptionnel, Alors, je crois que tu vas rejoindre notre groupe très rapidement. Alors, peut-être. on va t'inviter. Tu parlais de la communauté de Mayol, de Ouais, nombreuses ouais, personnes. On ouais, peut faire une petite aparté sur effectivement là-dessus. C'est bien d'apprendre par soi-même. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on parle à quelque chose qui est capable de nous expliquer son propre mécanisme et comment l'utiliser. Hein. On demande à son micro-ondes comment tu marches, je ne comprends pas. Il va pas nous répondre. L'intelligence artificielle le fait, mais avoir des retours humains sur la chose et des expériences. Voilà, c'est toujours enrichissant et donc j'invite vraiment les gens à rejoindre des communautés. Donc je mettrai le lien vers plusieurs communautés, mais surtout vers celle de Mayol, sur laquelle nous nous sommes rencontrés avec Anne. Et je mettrai également en lien dans la description l'interview avec Enthoven dont tu nous parlais, Oui, Karl, tout à l'heure. Voilà. Qui était d'il y a 2 ans, qui datait de 2023, et où ChatGPT avait une meilleure note que cette année, malgré le fait c'était un niveau inférieur. Donc oui, voilà. c'est vrai. Pour les plus curieux d'entre vous, vous pourrez aller regarder ça, chercher dans la description. C'est cadeau, c'est pour vous. Après, les philosophes romains qui ont accepté, moi, j'en ai aucun qui ait refusé. Hein. Ils ont tous d'office accepté de lire la copie et de jouer le jeu, de mettre une note.
Oui, et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vrai qu'à cette époque-là de l'année où les profs de philo notamment sont extrêmement occupés parce qu'il y a des corrections et compagnie, je pense que tu n'avais pas le choix finalement de préciser que c'était une intelligence artificielle parce qu'ils t'auraient dit excuse-moi ma grande, mais j'ai déjà beaucoup de travail devant moi, j'ai autre chose à faire que de corriger une copie lambda qui ne va rien m'apporter, donc tu me rajoutes du travail. Là au moins, voilà ce petit côté expérimental, bah, je pense que ça a créé justement l'engouement et ça a fait que les gens ont pu y participer plus aisément. Malgré tout, même si Karl n'a pas ressenti voilà, de stimulation particulière ou de frein, euh, je pense que peut-être d'autres correcteurs qui ont pris la parole auraient pu être influencés dans un sens comme dans un autre, hein, sans faire d'amalgame. Donc, qu'ils soient tirés soit par le fait pro ChatGPT, soit pour le fait que justement, non, ChatGPT n'est pas meilleur qu'un humain ou ne peut pas faire une copie meilleure que l'humain. Et peut-être que ça a été influencé là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses, Anne, par rapport à ça? D'après toi, d'après les résultats que tu as eus, les retours, les commentaires, est-ce que tu penses que certains, sans stigmatiser, sans prononcer de nom, bien évidemment, ont été influencés par la correction d'une intelligence artificielle? Pour moi, les 4 qui ont répondu, n'ont pas eu d'a priori. D'ailleurs, c'est ce que je mettais dans le message, hein, il faut corriger sans avoir d'a priori sur quoi que ce soit. Moi, si la note était mauvaise, je l'aurais acceptée, très clairement puisque, on est à l'état de démarrage devant l'intelligence artificielle. Donc moi, j'accepte tout à fait que ce LLM ne soit pas, rendu très loin dans l'esprit de philosopher. Donc, ça me posait aucun souci. Donc, non, j'ai pas senti, en tout cas, sur les 4 philosophes que j'ai pu avoir, de réticence particulière, à lire une copie, en intelligence artificielle. Non, je me suis posé la question, après, et c'est vrai que peut-être que Karl nous le dira, mais les philosophes qui ont une pensée un peu plus, basée sur des doctrines un peu, marxistes ou aliénation à la machine ou des choses de ce type, est-ce que leur vision, leur jugement, peut porter défaut, quoi. Je sais pas, je me posais la question parce que c'est pas facile quand on est dans une doctrine, quand on a lu beaucoup de choses, on s'est formé là-dessus, on voit des vidéos de philosophes qui parlent de ça aussi et se dire: «En fait, je remets tout en cause». Donc je sais pas, Karl, si tu peux y voir, plus clair? Là, ouais, je te l'ai déjà dit, Anne, mais je trouve la question marrante, en tout cas. Est-ce qu'une Ouais. sensibilité politique ou idéologique pourrait influencer? Oui, je suppose que oui, mais pas tant que ça. Non, il y a une chose sur laquelle je voulais rebondir et peut-être que ça répondra partiellement à cette question. Heu, on part aussi depuis le début de la discussion qu'on a tous les 3 sur le fait que cet exercice qui est un exercice de dissertation, c'est l'exercice philosophique par excellence qui permet de déterminer un esprit philosophique ou pas. Mais je me permets juste de rappeler que finalement une dissertation de philosophie, c'est un exercice formel et que, finalement un esprit philosophique peut très bien ne pas être très, très bon en dissertation, tout en étant, très affûté, en étant, passionné par la philosophie. Je donne un simple exemple. Moi, les meilleurs souvenirs de réflexion philosophique que j'ai pu avoir en cours avec mes élèves, c'était pas dans des dissertations, parce que la dissertation, c'est quand même un exercice où, et là, je vais peut-être faire un petit peu polémique en disant ça, finalement, est-ce qu'on ne demande pas aux élèves de terminale d'être un peu eux-mêmes des intelligences artificielles quand on leur demande de faire un devoir sur table qui est une dissertation? Parce qu'on leur rentre dans la tête un Mmh. prompt, on leur met une pression en leur disant attention, c'est les notes, c'est important pour Parcoursup, etc. Donc ils vont faire leur petit exercice en se disant il faut que j'ai une bonne note. Non pas j'ai envie de philosopher, mais il faut que j'ai une bonne note parce que Parcoursup, parce que le bac, parce que machin. Donc c'est un peu la carotte et le bâton. Et finalement, encore une fois, moi, chaque fois que j'ai eu des conversations avec mes élèves ou des discussions philosophiques vraiment intéressantes, c'était pas des dissertations, c'était pas cet exercice formel qui consiste à se mettre sur une petite table avec sa petite barre chocolatée et sa petite bouteille d'eau pour essayer de sortir quelque chose en se disant il faut que j'ai la meilleure note possible. Donc il y a aussi une Mmh. question de motivation, il y a aussi une question d'humanité dans la chose. Et moi, mes plus beaux souvenirs de prof, ça fait 18 ans que je fais ce métier-là, mes plus beaux souvenirs de prof et de réflexion philosophique avec mes élèves, c'était des réflexions qu'on élaborait en cours, parfois de façon totalement improvisée. C'est-à-dire que je partais d'un événement qui se passait dans la classe, ouais, il m'a tapé ou je sais pas quoi, et puis on partait sur une discussion sur la justice, pourquoi tu trouves que c'est injuste, etc. Et ce Ouais, sont les c'est choses les plus passionnantes. C'est-à-dire que ouais. finalement, entre cet exercice très formel qui est celui de la dissertation, et on l'a vu, auquel on peut donner une très bonne note,
parce que formellement, c'est très, très bien fait. Une véritable émulation et une véritable pensée, une véritable réflexion qui peut être élaborée avec des gens, avec des humains, bah, il y a aussi une différence, quoi, quelque part. Du du coup, je suis d'accord avec toi, car moi, quelque chose qui me sidère aujourd'hui, Mmh. c'est les concours. Je suis amenée à passer des concours administratifs. Quand je vois qu'on nous fait passer des concours et on nous donne 60 pages à résumer alors qu'aujourd'hui, les 60 pages, je les mets dans notre bouquet là, mais j'ai mon résumé, ma note de synthèse. Je me dis: «Mais qu'est-ce qu'on attend des fonctionnaires?» Très honnêtement. Est-ce que c'est ça qu'on attend, en fait? Est-ce Oui, qu'il n'y a oui. pas une évolution aussi à prendre au niveau des concours? Mmh mh. Mais oui, mais moi ça a été exactement la même chose et quand j'ai eu mon concours en philosophie, je me suis dit: «Est-ce que» parce qu'en fait, ce qu'on me demandait pour être un bon prof, c'était de bien savoir faire ce petit exercice qui est celui de la dissertation, de l'explication de texte. Mais à la limite, on Mmh. s'en fout. Être un bon prof, c'est avoir des bonnes interactions avec les élèves, c'est être humainement quelqu'un d'intéressant, c'est pouvoir tenir une classe pendant 2 heures, c'est de pouvoir faire en sorte que les élèves soient, pour utiliser un terme à la mode, un peu inspirés par ce que tu fais, par ce que tu racontes. Et c'est pas du tout le fait de. Enfin, je veux dire, la première fois que je me suis retrouvé devant une classe, je leur ai pas dit, hey, je sais vachement bien faire une dissertation, donc je suis un bon. Bah non, évidemment que non. Donc effectivement, ce qu'on demande à tous les fonctionnaires, et je suis tout à fait d'accord avec toi, ce sont des qualités humaines qui ne peuvent en aucun cas se résumer à ces petits exercices qu'on nous fait faire pour avoir notre concours, quoi. Donc il y a quand même un différentiel qui est assez hallucinant. Donc ouais, je suis d'accord Ouais. avec toi. Que lorsque tu as lu la copie de ChatGPT, tu as appris des choses. Est-ce qu'il est parti dans des sujets éventuellement que tu n'as pas l'habitude d'aborder, ou bien qu'un lycéen ne t'a jamais fait de retour là-dessus, ou que toi, tu n'avais pas posé d'idée à ce sujet-là ou pas? Disons qu'il m'a donné des références que moi j'utilise pas forcément en cours, mais après encore une fois, un cours de philosophie, c'est un parcours, parce que la philosophie, c'est quand même 2 500 ans d'histoire, qu'il y a des centaines de penseurs et que tu es obligé de faire du tri là-dedans. J'ai rien appris, mais j'ai trouvé que ce qui était formulé était plutôt bien formulé. Les seules choses qui m'ont un petit peu fait tiquer, c'est que parfois enfin souvent, l'IA ne sait pas faire trop les distinctions conceptuelles. C'est-à-dire prendre 2 concepts qui pourraient paraître assez proches et puis les distinguer de l'un de l'autre. Là, par exemple, on avait persuadé convaincre, bon, il n'était pas très convaincant justement là-dessus. Donc non, on va dire que j'ai rien appris, c'est autre chose qui m'a bluffé. C'est comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Ce qui m'a bluffé, ouais, c'est cette capacité de tenir un fil de réflexion, sur un temps long et la capacité de pouvoir, au départ, émettre une problématique qui est tout à fait crédible, quoi. Mais non, 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 j'ai rien appris. J'ai rien appris. C'est drôle cette notion de temps long, Mmh. sachant que la copie a dû être écrite en 30 secondes à peu près. Ah ouais. Oui, Là oui, où oui, on mais laisse 4 heures à un élève, ouais. voilà le temps long de réflexion de ChatGPT, effectivement de 30 secondes à peu près pour la Mmh. rédaction, même si en utilisant un autre modèle, notamment des modèles de réflexion profonde comme O3, la réponse aurait pris plus de temps. Voilà, parce qu'il Mmh. aurait Là utilisé ce système de chaîne de pensée, là etc. aussi, mais là où c'était intéressant d'écouter Karl, c'est qu'il dit, «J'aurais pu apporter», je trouvais qu'il n'était pas convaincant dans la conception, tout ça. Et en fait, Karl, si tu m'entends, parce que je te vois plus, mais il y a une option aussi, Canva, qui permet de travailler la dissertation que ChatGPT t'a produit. Et donc dans Canva, s'il y a un paragraphe que tu n'aimes pas ou que tu penses qu'il est à côté de la plaque, tu peux lui faire retravailler uniquement ce paragraphe en lui apportant, toi, tes connaissances. Ou bien le faire à la mano si tu le souhaites. Directement avec ton clavier, tu interagis dans la fenêtre contextuelle de ChatGPT. Donc c'est vrai que c'est une chose intéressante ça, à mettre. Dans tout ce que vous me dites, il n'y a pas un moment où c'est lui qui va avoir l'ascendant sur moi. C'est toujours moi qui garde quand même Mmh. les manettes et les commandes. Parce que j'ai l'impression aussi que dans les a priori que les gens ont contre l'intelligence artificielle, c'est que les gens ont tendance à se dire, ah bah ouais, mais si c'est pour me faire penser à ma place et me faire dicter un petit peu ce que je dois penser, c'est vraiment pas la peine et ça me fait peur et j'en ai pas envie. Alors que là, visiblement, c'est quand même moi qui garde la main sur l'IA et qu'elle reste, ce qu'elle a toujours été, ce qu'elle Oui, devrait toujours rester, un outil. ouais. Parce que moi, il y a une fois où justement dans mon utilisation personnelle de ChatGPT, avec mon copain Ringo là, j'avais commencé une de mes questions par: «Que faut-il penser de?» Et là, je me suis rendu compte que, ma question, elle était quand même très bizarre et très problématique. Je demandais à ChatGPT ce que moi je devais penser de telle chose. Donc j'ai vite corrigé ce que je racontais et j'ai dit: «Non, non, attends, non, non, je c'est pas que faut-il penser, c'est plutôt, voilà, que penses-tu de ça?» et puis moi me faire un avis un peu différent. Donc ouais, ouais, je pense que les gens ont pas mal peur de ça aussi. C'est une machine qui va penser à notre place, mais quelle horreur, quoi. Et c'est tout à fait Mmh. justifié, c'est normal d'avoir cette peur-là.
C'est vraiment le plus gros retour que j'ai moi au quotidien, hein, Ouais, de mes ouais, ouais. proches, des professionnels voilà, que je fréquente et compagnie. C'est souvent, oui, mais on va plus travailler après ça. Ouais. Mmh. Bon, ça apporte d'autres sujets philosophiques éventuels. Est-ce que le but de la vie, c'est de travailler ou au contraire de laisser place à la créativité sans limite? Moi, je sais que je prends un exemple très concret. Ma nièce écrit du rap et n'a jamais été aussi active depuis qu'elle utilise ChatGPT. Donc là où avant, elle se triturait l'esprit et parfois elle butait face à un problème qu'elle retrouvait dans son texte, aujourd'hui, elle passe facilement par-dessus et elle va encore plus loin dans sa réflexion. Donc, ça emmène à la prochaine question, justement, et tu as déjà un petit peu répondu à cette question. D'après toi, est-ce que ChatGPT, ça va être ou l'intelligence artificielle dans sa globalité, ça va plutôt être un frein pour la philosophie, ou est-ce que ça pourrait être un outil puissant qui nous permettrait d'aller au-delà de notre propre pensée humaine, dans laquelle on est bloqué par nos propres encarts intellectuels, finalement? Bah, encore une fois, c'est nous qui avons la main là-dessus. C'est-à-dire que ça va être à nous de décider. Mmh. Dire que, ça va être ci ou ça va être ça, c'est être fataliste ou déterministe et nous, en tant que prof de philo, on a envie d'être ni l'un ni l'autre et que ça va être à nous de décider. C'est à nous de prendre en main tout ça. Si ChatGPT reste un outil formidable, c'est parce que nous aurons décidé que ça restera un outil formidable. Si ça Mmh. se transforme en autre chose, c'est parce que c'est nous qui l'aurons, induit ou qui l'auront décidé. Donc ça va être à nous, d'être assez malins pour ne pas nous faire, déborder par ça. Et finalement, c'est un petit peu l'apanage de ce que pouvait raconter Jean-Paul Sartre avec son existentialisme. Chaque fois que vous dites: «Ah mais oui, mais j'y suis pour rien, j'ai été débordé et finalement c'est l'IA ou c'est, je sais pas, n'importe qui a été plus fort que moi ou c'est mon enfance qui a joué, en ma défaveur ou j'ai pas été aidé» et cetera. C'est parce qu'on est de mauvaise foi. Donc avoir peur de l'intelligence artificielle ou se dire: «Mais de toute façon, on va être débordé dans, 5 ans, 10 ans», c'est aussi être de mauvaise foi et se laisser déborder par quelque chose, sur lequel nous sommes censés avoir la main. D'ailleurs, si je peux donner une autre, référence, en vidéo, désolé, c'est un de tes concurrents, Romain, mais c'est une chaîne, une chaîne YouTube qui s'appelle Ego, E-G-O et sorti une Ma vidéo. chaîne préférée sur YouTube. C'est vrai? C'est D'accord, bah, ma tu as chaîne dû voir, préférée, j'aime d'accord. énormément et je t'en Ouais, prie, ouais, fais sa pub parce qu'il le d'accord. mérite très largement. Tu as dû voir l'horreur existentielle de l'usine à trombone qui est basée sur justement une expérience de pensée où c'est un philosophe américain qui a lancé ce jeu incrémental qui s'appelle justement Universal Paperclip, où on se rend compte qu'en fait on est nous-mêmes une intelligence artificielle et qu'on est censé produire des trombones, c'est notre seule et unique mission. Et finalement, on anéantit l'univers parce qu'on veut aller jusqu'au bout du truc. Et finalement, la morale que donne ce philosophe américain, dont j'ai oublié le nom, mais je vais le retrouver tout de suite parce que je l'ai cherché tout à l'heure, c'est Nick Bostrom, voilà. Ce que vous nous dire Nick Bostrom, c'est oui, on peut se transformer en bon petit soldat de l'intelligence artificielle, se faire déborder et pourquoi pas détruire l'univers, mais c'est parce que quelque part on l'aura voulu, parce qu'on aura laissé faire, parce qu'on se sera montré trop faible par rapport à ça. Donc si on en vient à ce qu'on disait tout à l'heure, Anne, par rapport à la Mmh. révolution industrielle, oui, la révolution a fait industrielle, la révolution industrielle a fait des dégâts, mais la révolution industrielle nous a apporté aussi énormément de choses. Donc, je pense que c'est vraiment à nous Mmh. de décider, parce qu'on reste finalement les maîtres du jeu. Ou la poule, comme on disait tout à l'heure. C'est Mmh. nous la poule, c'est nous qui avons pondu Non, l'œuf. mais c'est sûr. Complètement. Donc, encore une fois, bon, je mettrai un lien dans la description pour ceux qui voudraient aller voir la chaîne Ouais, de Ego que je recommande très fortement. ouais, ouais. Voilà. En soi, c'est pas vraiment un concurrent à moi, hein. Et puis, comme on dit sur cette chaîne-là, il n'y a pas de requin, il y a pas de requin sur notre chaîne. Sur Progress on no code, on aime tout le monde. J'aime citer mes références régulièrement. Je m'instruis également en regardant d'autres youtubeurs. Et ça serait une erreur que de se contenter que de regarder uniquement ma chaîne. Donc, n'hésitez pas, soyez curieux, encore une fois, que ce soit pour des communautés dans lesquelles on avait abordé le sujet de l'usine à trombone, justement, et cette vidéo de Ego, voilà, qu'on peut retrouver dans un article de la communauté, ou bien en allant voir d'autres chaînes. Donc, c'est très important voilà, d'orienter vers d'autres chaînes également. La chaîne s'appelle Progress en no code, et c'est pas que moi qui ai la science infuse. Au contraire, je m'inspire également des autres, donc c'est très bien de faire ce lien-là. Anne, tu l'avais vu cette vidéo vite fait? Non, je l'ai pas vu. Non, je l'ai pas vu. Eh bien, je te la recommande, c'est Ouais, une erreur. OK. Je vais me rattraper. Voilà, non, non, mais vraiment, donc je la mettrai en description, et puis sinon, t'hésites pas, donc Ego, E-G-O, hyper facile à retenir, voilà, il a fait
de très très grosses vidéos, même sur d'autres sujets qui sont hyper intéressantes. Mais l'usine à Trombone apporte énormément à question et on ne sait pas du tout qui parle d'IA au début et on se laisse bercer au fur et à mesure et on se dit ah mince, c'est là qu'il voulait en venir. Depuis le début, on se dit mais qu'est-ce qu'il essaye de nous dire? Où est-ce qu'il va dans cette vidéo? Et quand on comprend, on se dit qu'est-ce que c'est bien, le cheminement est profond en fait. Hein. Qu'est-ce qui va loin dans sa réflexion? Donc, je te la conseille. Si un élève t'avait rendu cette copie, qu'est-ce que tu lui aurais dit du coup? Je lui aurais dit c'est bien, mais comme je l'avais dit à Anne dans ma correction, dans mon appréciation, c'est très très bien, mais c'est une copie qui fait penser à un élève un peu buté, un peu borné. Hein, encore une fois, c'est un élève qui veut bien faire, qui dit un peu vulgairement sort sa science, qui applique très très bien toutes les recettes qu'on lui a données, mais il reste quand même quelque chose de pas très humain, quoi, finalement. Et c'est normal, évidemment. Donc, c'est la chose, vraiment la chose qu'on pourrait reprocher à cette copie, c'est ce côté un petit peu mécanique et borné de vouloir à tout prix aller dans une direction. Et finalement, bah, quand la conclusion arrive, on se dit, bah oui, on se doute bien que c'était un petit peu ça. Mais finalement, elle fait ce qu'on lui dit de faire, cette intelligence artificielle. Donc, voilà, on ne peut pas l'en blâmer. Et oui, un élève m'aurait rendu ça. Je pense que je vois très bien le profil de l'élève qui prépare une grande école, qui est à fond sur toutes les matières, qui potasse. Mais j'ai déjà eu des copies un petit peu comme celle-là. J'ai même eu l'année dernière un élève, c'était tellement bon et ça se rapprochait un petit peu de ce qui était fait, ce qu'il voulait entrer en prépa. Et il a été soupçonné de triche au bac. Donc, il n'a pas eu du bac tout de suite parce qu'on a dit c'est tellement bon ce qu'il a fait qu'il a forcément triché. Donc, moi, j'ai été obligé de témoigner auprès du rectorat. J'ai dit non, c'est un excellent élève, il a toujours eu 20 sur 20 avec moi, parce que c'est un élève qui avait systématiquement 20 sur 20, mais qui faisait des trucs un peu prévisibles, quoi. C'est-à-dire ses copies, bah, c'était des corrigés, quoi, qui me rendaient, parce qu'il était brillant, parce que c'était quelqu'un, en plus vraiment quelqu'un de super sympa et de très chouette. Mais ses copies avaient ce côté un petit peu bam, 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 j'applique toutes les recettes, je fais bien ce qu'on me dit de faire et je suis un bon petit soldat de la philosophie, quoi. Donc c'est une copie qui est pas créative en soi. C'est une copie qui est pas créative, qui est un peu butée, un peu bornée, mais c'est un corrigé, quoi, en quelque sorte. Je te posais la question tout simplement parce que, donc on le sait, dans l'éducation nationale, il y a, c'est pas sorti grâce à l'éducation nationale, mais c'est employé également, un outil qui permettrait de donc vérifier l'utilisation ou non de l'intelligence artificielle. Je m'interrogeais justement sur le fait que vous puissiez y avoir en tant que correcteur sur les copies de bac. Est-ce que vous avez accès à cet outil-là? Et est-ce que toi, si tu avais reçu cette copie sans que Anne t'ait prévenu, est-ce que tu aurais eu le réflexe de te dire j'ai un doute, je vais aller la positionner dans cet outil qui me permettrait de savoir si l'intelligence artificielle est utilisée. Et d'après toi, est-ce que c'est fiable ou non? Alors, je sais pas si je te demanderai ton l'instrument est avis, fiable. Anne, après là-dessus sur ce sujet. Ouais. D'accord. Je ne sais pas si l'instrument est fiable. En fait, ça se passe de la façon suivante. Quand j'ai un doute sur une copie, c'est ce qui s'est passé au bac. Moi, j'ai pas eu de doute sur les miennes, mais il y a plusieurs collègues qui ont eu des doutes. On les renvoie auprès du rectorat et c'est le rectorat qui applique cet outil pour débusquer les intelligences artificielles. Donc, nous, en tant que correcteur, on n'a pas accès directement à cette merveilleuse machine, mais a priori, c'est assez fiable. Je ne peux pas trop en dire parce que moi, j'en ai pas l'usage direct. C'est gratuit en ligne. Hein. Il y a des outils qui sont directement disponibles en ligne. Donc là, pour le coup, je ne vais pas mettre le lien dans la description. Mais oui, il y a déjà des outils qui sont accessibles assez facilement. Voilà, il suffit de poser la question à ChatGPT et on y accède très facilement. Anne, est-ce que tu avais un avis sur la question? Non, j'ai juste un avis. Effectivement, c'est un bon outil, ça permet de détecter l'intelligence artificielle, mais malheureusement, il y a le concurrent qui est là pour rendre plus humain la copie. Donc moi, j'ai déjà fait le test, par exemple, j'ai pris un texte et il m'a dit j'avais 90% fait par intelligence artificielle et du coup, il m'a proposé de le rendre plus humain et on voyait l'aiguille en fait qui allait plus vers l'humain que l'intelligence artificielle. Donc il l'a retravaillé pour que ce soit plus humain. Donc je pense que même les élèves qui fournissent des textes, malgré cette machine qui détecte, on a aussi d'autres machines qui permettent de réhumaniser. Bon, je ne vais pas aller contre l'éducation nationale sur ce sujet-là, mais je sais que j'ai fait plusieurs tests, moi, sur des écrits que j'ai établis à 100% avec l'intelligence artificielle, et j'ai été détecté à 0% d'utilisation de l'intelligence artificielle. D'accord. Donc 0%, hein, intégralement écrit par l'humain, alors que je n'avais pas écrit une seule ligne dedans.
Donc oui, certes, j'avais établi un prompt qui était très efficace, qui reprenait un ton de voix, qui était entraîné sur mes écrits à moi, etc. Mais à partir du moment où on fait une utilisation intelligente de tout ça, il est assez facile quand même de passer au-delà de ce test. Alors après, il y a le contexte aussi qui joue. C'est-à-dire que je pense pas que dans le contexte du bac, où ils sont quand même dans une salle fermée, 30 élèves observés par quelqu'un, ils puissent aller faire toutes ces manipulations-là. J'ose le croire, j'ose le penser. Mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles, avant, je donnais des devoirs maison aux élèves en cours d'année. Maintenant, j'en donne plus, évidemment, puisque systématiquement, tout est fait par IA, et qu'il y a le truc qui permet de faire plus humain qu'humain, humain trop humain, comme disait Nietzsche. Et donc c'est sans fin. Et puis bon, moi je n'ai pas forcément le goût de corriger des trucs comme ça, ni le temps. Mais je pense que quand même dans le contexte d'une salle de classe fermée, surveillée par quelqu'un, je ne sais pas si vraiment les élèves pourraient avoir le temps de rentrer tout ça. Moi, je me rappelle, j'ai eu beaucoup de mal à tricher au bac déjà. J'ai une question. Alors cacher mon téléphone et lire au fur et à mesure une copie pour la réécrire telle quelle, bon, je suis pas sûr que ça soit accessible. Je me rappelle, moi, c'était... Ouais, pardon, vas-y. Non, j'ai juste une question par rapport à ça, parce que j'ai eu j'avais demandé quand même à un philosophe de me corriger ma copie. Il m'avait dit il avait trop de boulot. Et puis il m'avait dit pour la moitié, c'est des copies qui sont générées par l'IA. Et c'est pas le premier qui me dit ça. Et je me dis, mais comment ça se fait, moi, à mon époque? Ouais. Comment ça se fait? Et il n'est pas le seul, hein, j'en ai eu plusieurs. Et je dis, comment ça se fait, moi, quand j'allais passer les épreuves de philosophie, on nous demandait de mettre le cartable loin dans le couloir, avec tout de rangé là-bas, et il n'y avait rien sur mon bureau. Et Donc, ben, je ça se crois voit. que les. Ça Bah se oui, voit que ça le se voit gamin, il est parce comme que. ça. Le gamin, il est Bah, souffré. il y en a un qui s'est fait exclure hein, dernièrement. Hein, ils ont vu qu'il avait. Ouais, mais apparemment, moi, c'est ce qu'on m'a répondu chez les philosophes. Un philosophe qui n'avait pas le temps de corriger, il m'a dit, moi, des copies IA, j'en ai plein dans mes. Donc, je ne sais pas comment le téléphone peut rentrer dans voilà, dans une Ah oui. classe. Mais quand il t'a dit ça, il a fait la distinction entre les devoirs maison ou bien il te parlait Bah ouais, effectivement des épreuves du bac? Alors, avant l'IA, il y avait aussi les élèves qui allaient sur Internet. Mais vous savez, on arrive toujours à trouver des corrigés, des trucs d'anal, etc. Et il y en avait un qui faisait ça systématiquement parce qu'il avait une montre connectée. Et l'excuse bidon qu'ils avaient foutu, c'était, ils avaient dit, en fait, je suis tellement stressé quand il y a un devoir sur table qu'en fait, la veille, j'apprends des centaines et des centaines de pages par cœur que je vais voir sur Internet. Et on était là en train de le regarder en mode, en 12 heures, il apprend des centaines par cœur de pages sur la philosophie, n'importe quoi. Non, non, mais sérieusement, ouais, non, je pense pas quand même. Il doit y en avoir évidemment quelques-uns au bac qui passent sous les radars, mais la moitié, ça me paraît quand même un peu gros, quoi. Ouais, alors peut-être qu'il m'a répondu ça Oui, pour peut-être me qu'il dire dit qu'il ne voulait pas qu'il a... participer. Ouais, ouais. Il a peut-être fait l'amalgame entre les deux, justement, entre les devoirs maison et les devoirs officiels. Ouais. Moi, j'avais une question à te poser, Karl. Donc, j'ai qualifié ChatGPT en tant que prompt engineer. Je lui ai donné aucun contexte sur le pourquoi de ma question. Donc, je ne lui ai pas dit que c'était extrait d'un article de France 3 et compagnie. Je lui ai donné le prompt qui a été utilisé pour générer le 8 sur 20 par ChatGPT. Et d'après toi, quelle note a-t-il donné à ce prompt? C'était ChatGPT lui-même qui a corrigé? GPT qui était qualifié en tant D'accord. qu'expert en prompt engineering, Ouais. donc qui est le métier d'écrire des prompts, finalement, qui est un peu ce que moi je fais tous les jours. Donc, je l'ai qualifié en tant que prompt engineer, je lui ai donné aucun contexte, je lui ai donné le prompt tel quel et je lui ai dit, d'après toi, quelle note cela mériterait? Tu penses qu'il a donné quelle note? Je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Vraiment. 8 sur 20. Ah, tiens C'est donc. très étonnant. Et du coup, Ouais, je trouve ouais. que ça appuie un petit peu cette réflexion sur le fait que la qualité du prompt égale la qualité de la réponse. Ouais. 8 sur 20 généré pour la qualité d'un prompt, 8 sur 20 8 sur généré 20. sur le Voilà. résultat obtenu. Ouais. Et je trouve ça assez rigolo. Donc, Anne, je te mettrais bien un 17 sur 20 pour ton prompt. Félicitations. Je pense qu'il peut être à ce niveau-là, le prompt alors. Bon, je ne l'ai pas fait estimer la qualité de ton prompt par ChatGPT, mais en l'ayant lu, voilà, je l'ai trouvé vraiment de bonnes. C'était très bien pensé et j'ai trouvé que voilà, tu avais fait un beau travail quand même là-dessus. Merci Promptia Expert, qui est le générateur également de prompt et la correction de Karl, les retours, ton retour humain à toi qui a fait la qualité de ce retour-là. Est-ce que vous aviez des questions sur lesquelles vous vouliez encore rebondir peut-être, ou bien des sujets qu'on n'aurait pas abordés, que vous étiez dit, ça peut être intéressant quand même dans la vidéo? Remarque à faire ou une explication à donner, la copie
qu'a généré ChatGPT, elle est très bien structurée, argumentée, a fait preuve d'une culture philosophique cohérente, mais tout ça est à relativiser puisque ChatGPT finalement n'a pas pensé le sujet, il l'a reconstruit à partir de milliers de fragments, des discours existants, des articles de presse. Donc certaines formulations même sont proches d'auteurs contemporains, non par volonté de plagiat, mais parce qu'il a simplement absorbé les traces statistiques. Donc une question me vient comme ça qui pourrait être le sujet d'un prochain sujet de baccalauréat pour l'année prochaine. C'est une dissertation, peut-elle être excellente sans pensée réelle? Vous avez 4 heures. Bon, t'as kiffé la vidéo? Hyper succinct, tu te doutes bien, on a fait 2 heures de podcast, j'ai dû abréger pour que la vidéo soit digeste. Sur ce, je te fais des bisous. Ciao.